Les personnes qui sont absentes sont soit excusées, soit que le retard est annoncé. Donc il nous faut excuser M. Denimal, qui est hospitalisé, M. Wouters, qui est annulé. Voilà, il va eu que d'ailleurs. Et M. Régibaud, qui a des problèmes d'écoulement d'eau. J'espère qu'on n'en aura pas trop aujourd'hui d'ailleurs. Bien, ceci étant dit, mis à part les 3 personnes précitées qui sont excusées, M. Marquet a demandé qu'on excuse son retard, mais il nous rejoindra ultérieurement. Je n'ai pas été saisi de questions d'actualité ni de notes d'information, donc on va directement passer à l'ordre du jour avec le procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas, on passe au vote. Oui. 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 Monsieur Leclerc. Oui. 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 Nous enchaînons directement avec le point relatif au sol, concernant donc la mise en œuvre de la zone d'aménagement communal concerté, la ZAC dite du Chenois. Ici, il s'agit d'évoquer l'avant-projet du sol et la suite de la procédure d'ailleurs, ainsi que le rapport d'incidence environnementale. Oui, je vous passe les acronymes, mais si quelqu'un veut une grande explication sur les acronymes, je pense que le auteur de projet, qui va nous joindre dans un instant, pourra nous dire à quoi correspond chaque acronyme précisément. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez une chaise? Je préfère le bout. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je travaille à l'atelier d'architecture de Dream. On a un bureau agréé pour réaliser le document d'urbanisme dont les schémas d'orientation locaux, l'objet de ces schémas, juste après. C'est un bureau avec pas mal de profils de fonctions. Moi-même, je suis ingénieur architecte, et sinon, sur le dossier, il y a des géographes, des ingénieurs qui travaillent aussi, donc on a une vision assez transversale. Voilà, donc j'ai préparé une petite présentation qui résume le dossier, qui met en avant les grands enjeux et l'ensemble du dossier est relativement important. Donc là, je pense qu'il a été mis en consultation. Maintenant, on est vraiment au tout début d'une procédure urbanistique assez longue. Et cette procédure est initiée par la société de logement social du Roman Pays, qui est propriétaire d'une part significative de la zone. Alors, je vais juste en quelques mots expliquer un petit peu dans quelle procédure on se trouve. Dans cette procédure, le dossier qu'il est aujourd'hui, on est au stade d'avant-projet. Il y a 2 grandes parties, ce qu'on appelle une analyse contextuelle, c'est-à-dire qu'on balaye un peu la situation existante, on étudie le site en long et en large, on étudie les besoins de la commune. Et le deuxième tour, c'est les objectifs d'aménagement. Donc on voit un peu comment on envisage à ce stade-ci d'urbaniser la zone. Enfin, il y a le 4e point qui est la proposition de contenu du RIE, mais on y viendra à la fin. Donc RIE, c'est rapport sur les incidences environnementales. Excusez-moi pour les acronymes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, schéma d'orientation locale, on les appelle les SOL ou les sols. Donc, en termes de procédure, alors, pourquoi faut-il un schéma d'orientation locale? Donc, c'est en gros un plan d'aménagement d'une zone restreinte du territoire communal.
Ici, il est obligatoire parce qu'on est au sein d'une zone d'aménagement communal concerté. Donc c'est un type de zone du plan de secteur dont l'affectation n'est pas clairement définie. Et donc elle doit être définie à travers une étude. Et tant que cette étude n'est pas réalisée, on ne peut rien y faire. Donc l'objectif c'est de donner déjà une affectation. Alors cette affectation elle peut donner soit sur base d'une analyse spécifique qui est faite dans le cadre de ce schéma, ou sur base des recommandations d'un schéma de développement communal. Et ici c'est le point de départ. La commune a son schéma de développement communal. Donc le schéma de développement communal c'est un document d'orientation urbanistique pour l'ensemble du territoire et il analyse entre autres les priorités à donner aux différentes zones d'aménagement communal concerté, et cette zone a été définie comme une zone prioritaire pour sa mise en œuvre et pour répondre aux besoins en logement. Alors, un exemple de document, donc ça c'est un schéma qui a été fait, un schéma d'orientation locale qui a été fait sur Namur. On voit à gauche la situation avec une ZAC blanche au milieu, et le schéma a défini un certain nombre d'affectations, entre autres de la zone d'habitat, des équipements communautaires, des zones d'équipements communautaires et de l'activité économique mixte à cet endroit. Donc c'est un peu le même type de procédure que l'on s'inscrit, et c'est vers des choses relativement simples comme ça que ça aboutira au final. Alors, comme je le disais, l'avant-projet ici est déposé par le Roman Pays, conformément au Code été. Donc le Code été prévoit que la mise en œuvre d'une ZAC, ça peut être l'initiative communale ou à l'initiative d'un des propriétaires d'une parcelle d'au moins 2 hectares. Ici, le Roman Pays a plus de 6 hectares, environ 6 hectares dans la ZAC, et donc est en droit d'étudier l'aménagement et soumettre un avant-projet au conseil communal. Donc, comme je disais, l'avant-projet, il y a 2 tomes, l'analyse contextuelle et la deuxième partie, les objectifs et la carte d'orientation. Donc, ce document est déposé auprès du conseil communal qui a 60 jours pour prendre la décision, est-ce que, ok, on avance sur cette étude ou pas. Alors, bon, l'avancement dans cette étude, comme je le disais, on est au début. Donc on est au stade de cet avant-projet. Et donc il y a toujours des inquiétudes, évidemment, par tout changement, évidemment, génère des grandes inquiétudes, mais surtout, lorsqu'on urbanise, il y a pas mal d'impacts environnementaux, et ça va être vraiment l'objet de la phase suivante, c'est la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales. Alors c'est uniquement sur base de l'ensemble, donc les 2 premiers tomes et l'évaluation environnementale qui va modifier, va apporter des recommandations, compléter, proposer des alternatives pour former le projet de sol. Et ce projet de sol lui-même va de nouveau, à ce moment-là, être soumis à l'enquête publique, et donc c'est une procédure qui, on peut dire, va durer probablement une année au minimum, avant de passer les différentes étapes administratives finales. Voilà, donc je ne vais pas revenir au niveau du contenu du tome 1. Vraiment, l'objectif c'est de mettre en avant les enjeux. Pourquoi faut-il urbaniser à cet endroit? Pourquoi est-ce que urbaniser à cet endroit-là répond à des besoins? Alors cette analyse, l'analyse contextuelle, donc elle balaye toute une série de sujets, un nombre très large de sujets, des descriptions générales. Pour le cadre général, on a une ZAC, et la cité des Agaces, on voit la partie en rouge, c'est la seule partie qui est en zone d'habitat, donc déjà entièrement bâtie. Donc d'ailleurs, le Roman Pays souhaite maintenant faire une opération de rénovation de ces logements. Et le Roman Pays souhaiterait pouvoir proposer du logement public, un peu de tout type, mais donc du logement public sur ces terrains. Alors
la ZAC, elle fait 11,5 hectares, et on propose de faire un schéma quand même qui intègre aussi la zone d'habitat qui est enclavée pour avoir une logique urbanistique et de dessin. Le schéma de développement communal de Québec aujourd'hui prévoit l'urbanisation de l'ensemble des propriétés, ça correspond à l'ensemble des propriétés du roman Pays, avec une densité qu'ils appellent, qui est appelée dans le schéma densité forte, entre 25 et 30 logements par hectare. Et par contre, le sol de la ZAC est plutôt destiné à rester de la zone agricole. Alors dans la situation actuelle, sur le même périmètre, on voit en violet ou en fuchsia, on voit en pointillé l'ensemble du périmètre du sol qui est proposé, et en couleur le périmètre de la ZAC proprement dite. Donc on voit c'est essentiellement occupé par de l'agriculture. On voit à l'est, au nord-est, le bois du Chenois, le chemin du Chenois au nord, la cité des Agaces à gauche, et la rue Maurice-Lange, et donc la vallée de la Seine en bas. Avec d'ailleurs un relief très abrupt à cet endroit. La cité des Agaces aujourd'hui c'est 44 logements plus l'école maternelle, une petite école maternelle. On étudie toutes les contraintes physiques, entre autres les risques d'inondation, les ruissellements. On sait que des champs, des espaces cultivés au nord, il y a des ruissellements qui prennent naissance et qui viennent évidemment créer une certaine pression sur la vallée de la Seine, et on voit en rouge là, toutes les zones inondables par débordement du cours d'eau. Donc on voit qu'on n'est pas dans une zone, forcément on est plutôt sur les hauteurs, on n'est pas dans une zone inondable en tant que telle, mais il y a quand même des axes de ruissellement qui concernent le site, et forcément l'urbanisation d'une zone en amont risque de générer des ruissellements en aval, donc on en tient compte. On voit sur l'image de gauche les infrastructures, on étudie aussi toutes les infrastructures techniques qui sont en place, entre autres le réseau d'écoutage, donc avec la cité des Agaces, il y a déjà une série d'équipements qui sont présents. La topographie, donc rue du Chenois, on est sur chemin du Chenois, on est sur les hauteurs du point du site, et vers le sud, on est au point. Donc c'est des points importants quand on fait une composition urbanistique, puisque l'eau a plutôt tendance à descendre à gravité, et la gestion de l'eau est un point primordial. On nous le rappelle, la nature nous le rappelle bien souvent. On étudie évidemment tout le contexte urbanistique, et donc ici on est dans un contexte qui est marqué par la présence au niveau de la cité des Agaces, et qui est contigu à des zones boisées, des zones agricoles, mais aussi des zones résidentielles qui sont relativement différentes avec de l'habitat qui présente des formes fort différentes de celles de l'habitat de la cité des Agaces. Quelques illustrations. On a ce chemin aussi qui coupe la zone en deux, et donc la prolongation de la rue Maurice-Lange qui est destinée aujourd'hui uniquement à la circulation piétonne et vélo. Donc c'est un axe relativement important en termes de mobilité douce, mais important parce qu'il crée une connexion, c'est la seule connexion entre la rue Maurice-Lange et la rue et le chemin du Chenois. On a un peu voilà justement la cohabitation entre les différentes typologies. On voit qu'il y a un petit peu il y a une certaine rupture dans les styles architecturaux, mais on a quand même des couleurs prédominantes qu'on peut voir ressortir. On étudie l'accessibilité, mais on a une accessibilité en mode doux, mais non, c'est primordial.
on regarde l'accessibilité en mode doux vers les services et commerces les plus proches, donc du centre de Genasse. Mais on est dans la zone de 10-15 minutes à pied du centre du village. Alors on synthétise l'ensemble des contraintes, des opportunités de la zone à travers des cartes synthétiques avec comme objectif de dégager les grands enjeux. Et donc on retient comme enjeu principal dans l'urbanisation de cette zone-là, outre la création de logements plus diversifiés que ce n'est aujourd'hui, avec peut-être une mixité de logements publics et des logements privés, permettre une accessibilité au logement pour tous. Alors un enjeu, j'avais mis en premier ici, c'est comment essayer de remettre du lien entre la cité des Agasses, qui aujourd'hui est relativement déconnectée du village, et le centre du village, mais là on a une opportunité à travers cette urbanisation de retravailler une urbanisation qui va recréer du maillage, qui va recréer du lien, à travers entre autres des réseaux d'espaces publics qui devraient être mieux connectés. Aujourd'hui on est plus dans une impasse qu'autre chose. Alors l'enjeu aussi de la transition paysagère, parce qu'on est à la limite de la zone urbanisée du village, et après on a les zones boisées, les zones agricoles, le bois du chemin entre autres, et donc il faut assurer cette transition, une transition qui aujourd'hui n'est pas tout à fait réussie, parce qu'on a vraiment un choc entre le bâti de la cité et puis peu de transition vers les zones ouvertes agricoles, et puis la zone boisée. Et donc tout ce travail pourrait être réalisé à travers le projet d'aménagement. Alors de cette analyse contextuelle, les objectifs qui sont des gages, c'est se limiter à 3 grands objectifs. Les objectifs, c'est vraiment les choses sur lesquelles on ne pourrait pas revenir après, avec des projets qui ne seraient pas en phase avec les objectifs. Donc c'est vraiment des grands objectifs qui sont peut-être des évidences, mais qui sont nécessaires à la réussite du projet. Donc, le premier objectif, c'est assurer une transition paysagère entre les fonctions et paysages résidentiels du centre de Genasse, donc à l'ouest, et les paysages agricoles et forestiers à l'est. Alors, on a proposé, donc, sur le schéma de gauche, c'est ce que le schéma de développement communal proposait, c'est-à-dire proposait d'aller urbaniser jusqu'à la limite de la propriété du roman Palis, qui correspond à la lisière du bois, et absolument pas urbaniser ni le sud-est ni le nord vers le chemin du Chenois. Alors ça, c'est quelque part la proposition de base qui est étudiée. Et nous proposons, ce qui est autorisé évidemment, une alternative. Et donc l'idée, c'est que les deux, donc la solution de base et l'alternative, pourront être étudiées, et à la lumière de l'évaluation environnementale, un choix devrait être posé sur quel projet final on retient. Et donc on voit sur l'alternative à droite, l'idée c'est de créer une zone de transition paysagère qui garde cette fonction agricole, entre la partie urbanisée et le bois. Donc on évite de créer une coupure par rapport à cette zone agricole. Et on vient aussi déplacer quelque part la partie qui était prévue d'urbaniser vers le bois, en la déplaçant vers le chemin du Chenois. Donc en termes de surface qui est destinée à accueillir de l'habitat, on ne propose pas plus de surface, mais on propose de mieux se connecter au village et créer un maillage entre le chemin du Chenois et la rue Maurice-Lange. Alors le deuxième objectif, c'est créer un quartier résidentiel avec une certaine mixité et intégrer au contexte urbanistique. Et pour l'intégrer au contexte urbanistique,
On travaille sur les gabarits, donc on va donner des indications sur les gabarits, les constructions. Donc on va essayer de limiter les constructions qui sont dans la couronne la plus extérieure à des rez-de-chaussée, plus un étage, plus éventuellement une toiture. Et pour la partie plus proche de la cité des Agaces, la partie en plus foncée, on pourrait monter dans les gabarits identiques à ce que l'on retrouve aujourd'hui. Donc, le parent, on vient quand même essayer de travailler la transition entre les bâtis les plus hauts et puis finalement le non-bâti à l'extérieur. Le potentiel de création de logements, on est autour de 120 logements dans les deux scénarios. Et on voit que l'idée aussi, évidemment, c'est d'avoir une densité de logements plus importante, plus proche de la partie la plus sombre, et vers l'extérieur, la densité la plus faible. Oui, c'est encore un détail, ce qui n'est souvent pas un détail, mais en termes de type de logement, le logement unifamilial, les habitations unifamiliales seront prédominantes. Donc l'idée n'est pas d'y faire de nombreux immeubles appartements, mais quand même de permettre pour 20% du logement, environ, on permettrait la création de type appartements ou maisons kangourou ou voilà, d'autres types de logements, mais l'essentiel, c'est de la maison unifamiliale. Alors, le troisième objectif, c'est plus en lien avec la mobilité, la manière dont on va structurer les circulations à travers des espaces publics de référence. Donc, essayer vraiment de créer des lieux de rencontre qui soient mieux structurés que ce que la Cité des Agaces peut proposer aujourd'hui. Et donc, ça peut être évidemment des espaces de placettes entre les habitations, mais ça peut être aussi un espace vert. Aujourd'hui, il y a un terrain de football, mais l'idée, évidemment, c'est de conserver un espace vert pour la cité. Alors, voilà, il y a dans le document donc, 2 cartes d'orientation qui résument ces options. Donc, la première option, c'est l'option de base, qui correspond à 100% à ce qui est proposé dans le schéma de développement communal. Et l'alternative ici, donc, qui résume les objectifs. Alors, donc, ce que je viens de présenter, évidemment, c'est ce qui fait la somme de l'avant-projet. Sur base de cet avant-projet, une évaluation environnementale doit être réalisée. Et le code prévoit un contenu déjà très important que je vais vous exposer, et on propose simplement de compléter ce contenu. Et ce contenu va être complété aussi par le pôle environnement. Donc c'est une instance consultative qui est à l'échelle de la région, donc, qui va remettre un avis sur les points qui devront éventuellement encore être étudiés. Et puis, si une CCATM. CCATM, oui, et le conseil peut décider de mettre d'autres instances qui le justifient. Ouais. Il y a 2 obligatoires. Donc la CCATM et le pôle environnement. Et alors, voilà, donc, pour que les choses soient claires, le contenu prévu par le code est déjà très très important. Il traite aussi des incidences sur de nouvelles notions. Il y a un nouveau code été sur les notions d'optimisation spatiale. C'est-à-dire que l'objectif est d'essayer de renforcer les centres et éviter de disperser l'habitat. Et donc on va voir un petit peu si ce projet est susceptible de renforcer le centre défini ou pas. Alors, c'était que la première partie des contenus. Donc ça, c'est le code qui prévoit encore tout ça. Donc il y a 15 points. Donc c'est un travail qui est d'abord scientifique. Donc mon objectif vraiment les choses, beaucoup de chiffres. Mais alors il y a des éléments très scientifiques comme les questions
de gestion de l'eau, de questions de comment est-ce que l'on va gérer les eaux de ruissellement, comment on va infiltrer les eaux sur la parcelle. Et alors il y a d'autres éléments qui sont, on peut dire, un petit peu moins scientifiques, mais que l'on doit objectiver, comme l'impact sur le paysage, l'impact sur le patrimoine culturel. C'est pour nous, en tant que bureau d'études, un petit peu plus compliqué à objectiver ça de manière scientifique, mais donc on a obligatoirement aussi avoir un certain esprit critique et constructif. Et donc on a proposé aussi toutes les mesures pour éviter les impacts négatifs. Et lorsqu'on ne peut pas les éviter, éventuellement proposer certaines compensations qui pourraient venir corriger les incidences négatives. Alors, oui, on doit aussi, à travers ce rapport sur les incidences environnementales, examiner les alternatives. Donc c'est ça ici, il faut à la fois le projet de base et l'alternative vont être comparés. Et donc là, ça va être assez intéressant de voir les différences d'impact entre les deux versions. Oui, je vois que... J'avais un slide que je pense avoir retiré par rapport aux propositions de contenu complémentaire qui est, je pense, dans le projet de DIB, avec les points particuliers que l'on propose. Oui, donc il propose d'insister, donc le Conseil communal propose d'insister particulièrement sur les problématiques de la gestion de l'eau, tant en amont qu'en aval. Parce qu'en amont, au rue du Chenois, il y a des actes de ruissellement. En aval, il y a des risques liés à des axes de ruissellement existants et la Seine. Les impacts sur la mobilité, en particulier les impacts sur la mobilité au niveau de la rue Maurice-Lange et la rue du Chenois, mais également jusqu'aux voiries du centre de Pénastre. Étudier les impacts paysagers, en particulier depuis les zones depuis lesquelles on peut voir le site de l'autre côté de la vallée, donc depuis le sud, mais également depuis le nord. L'impact sur les éléments naturels, en particulier par le fait qu'il y a une liaison naturelle régionale qui est constituée par la vallée de la Seine, et donc voir un petit peu si l'aménagement de la ZAC ici ne va pas rentrer en contradiction avec cette liaison écologique. Et l'impact sur le bois du chemin. Et donc, ce que je vous ai étudié, l'alternative, avec autant de sérieux que la solution de base proposée par le schéma de développement commun. Je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter. On va permettre aux membres du Conseil qui le souhaitent, le cas échéant, de poser une question ou l'autre, l'échange en tout cas. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, M. Marie Jadin, je suppose, je vous en prie, peut-être que la lumière est le projecteur, si je puis vous demander. Merci. Monsieur Jadin, vous avez la parole. Qu'attendez-vous comme retour positif de ce sol pour la sécurisation du quartier lorsque le projet aura été réalisé? Est-ce que c'est déjà un sujet que vous avez entendu? Alors, oui, à travers le fait même d'essayer de créer du maillage, de renforcer la présence d'une mixité de logements, on va avoir un contrôle social renforcé sur la zone. Donc ça, cet aspect-là, c'est vraiment intégré dans la conception urbanistique d'un... Alors, une autre question qui se concentre peut-être plus la corruption. Qu'est-ce qu'elle devient dans cette histoire? Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude ou bien est-ce que la ZAC reste dans le domaine où il n'y a pas d'extension? Enfin, je ne sais pas
Parce qu'à un moment donné, il y avait une opposition de la Comipa. Là, l'étude de sol est faite sur la totalité de la zone. Oui, on est obligé de faire le sol sur l'entièreté de la zone, mais donc je pense que le propriétaire dont vous parlez est concerné par la partie qui reste. Question plus technique pour permettre à l'auteur de projet de répondre sur les aspects plus techniques que qui que ce soit, hein, je ne dirais pas uniquement M. Tadin. Et puis le cas échéant, c'est des questions plus stratégiques, politiques au sens noble du terme, les aborder dans un deuxième temps. J'ai encore une question. Je vous en prie. Est-ce que les espaces définis par ce sol sont un engagement définitif pour l'avenir? Ou bien est-ce que le propriétaire, donc ici la envisage éventuellement d'agrandir la zone? Parce que ici, si j'ai bien compris, donc, on a une zone d'habitat très dense qui va être déterminée, qui sera en même temps, enfin, qui est déjà existante avec les agaces, et puis qui va se compléter. Et puis il y a une zone plus light, et puis encore plus light. Il y a 3 zones. Oui, dans la première version, oui, il y a 3 zones, et dans l'alternative, il n'y a plus que 2 zones. Donc c'était la question de savoir si c'est un engagement définitif ou si un jour, puisque la zone est urbanisable, si un jour le gouvernement peut décider, ben non, on est parti et on y va. Alors, un sol peut être révisé, mais vous allez déjà voir ici que la procédure va être longue. Quand je parle d'un an, c'est très optimiste. Donc il faudra déjà voir comment cette partie-ci va être urbanisée. Et puis il n'y a pas de volonté du tout, je pense aujourd'hui, d'aller plus urbaniser le reste de la ZAC qui, au contraire, à travers le sol, va trouver une affectation, qui est non urbanisable. Donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, donc le demandeur qui est le propriétaire, donc c'est pas la commune qui a pris l'initiative, ça monsieur a expliqué, puisqu'il est mandaté par le demandeur, c'est-à-dire la société de logement public. Le demandeur souhaite urbaniser la partie dont il est propriétaire. D'autres propriétaires ont été démarchés, sollicités par le demandeur à son initiative, pour des raisons qui appartiennent à chacun, donc ils ne doivent pas se justifier, certainement pas. Certains ont fait suite positivement à la demande, d'autres non. De manière précise, ici, le Roman Païs a étudié un schéma, et il y a eu des concertations, où ils densifient leur zone, et pour un des propriétaires, il sera également, le cas échéant, enfin il le sera, urbanisable. Le troisième demandeur, ou le troisième propriétaire, était dans une réflexion inverse. Ce qui a permis de dessiner l'alternative et de ne plus avoir que 2 zones, plutôt que 3. Mais néanmoins, avec une intégration paysagère et une évolution du bâti à plusieurs niveaux, un seul niveau, et puis au niveau finalement du paysage et de l'agriculteur, enfin de la terre agricole et du bois. Donc dans notre raisonnement à nous, et c'est ce qui a été précisé à la fin de l'exposé, nous avons insisté, c'est prévu dans la délibération qui vous est soumise pour acceptation, d'insister sur les notions de mobilitaire, de connexion donc avec l'hypercentre, mais aussi avec le Chaunois, puisque la voirie que vous connaissez aujourd'hui qui traverse le bois du Chaunois est une voirie qui est impraticable désormais, qu'on a souhaité fermer à une autre époque dans d'autres circonstances. Il y a également, ce qui vous est proposé en tout cas, c'est de travailler sur l'intégration paysagère, ce qu'on vient finalement d'évoquer en termes de gradation et d'évolution du bâti, de travailler sur toute la problématique du ruissellement, enfin de l'eau en général, mais là on ne parle pas du débordement, on parle du ruissellement et des axes de ruissellement, et enfin de travailler aussi sur une liaison écologique qui existe aujourd'hui déjà et qui se trouve alors partiellement sur Sainte-Tullise, mais qui est débordante et qui vient effectivement derrière le chemin vert connecter indirectement la zone concernée. Pour maintenir ce maillage, on est ailleurs que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais clairement. Voilà, donc ça c'est vraiment le souhait du collège et de la majorité, c'est dans le cadre de ce projet, de cette démarche du Roman Païs, à laquelle on adhère par ailleurs, hein, du logement il en faut, qu'il soit acquisitif ou locatif, etc. Ça c'est encore un autre débat, c'est un débat plus philosophique. Mais nous avons vraiment tenu à ce qu'en termes d'intégration, on mette des balises claires et en termes de problématiques telles que je viens de les citer. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur ce sujet. Je
t'en prie. Il y a encore, comme on l'a précisé, donc ici c'est une partie qui est présentée puisqu'il va y avoir toute l'étude, l'incidence environnementale, qui sera aussi une partie importante du dossier avec les éléments qu'on a soulignés, qu'on a demandé qu'ils soient intégrés et pris en compte dans l'étude environnementale qui déjà, comme on l'a précisé, porte sur de nombreux points. On a demandé d'ajouter des points supplémentaires et c'est une fois que ces éléments seront là qu'on viendra avec un réel avant-projet de sol qui sera soumis en enquête publique et donc le projet peut encore évoluer et être redessiné par rapport aux résultats de l'étude environnementale. Peut-être utile de préciser qu'in fine, ce n'est pas la commune qui délivre le permis. Donc ici, on est acteur dans la procédure, même si on n'est pas demandeur, mais in fine, si je ne m'abuse, mais qu'on me corrige si je me trompe, puisque c'est un pouvoir public, enfin un parapublic qui fait la démarche sur une grande zone, ce n'est pas la commune qui octroie le permis. Non. Donc, pour être plus précis, c'est le ministre. Donc, il va y avoir un arrêté ministériel qui va permettre la mise en œuvre de la ZAC. Après, seulement, des permis pourraient être déposés pour réaliser des voiries, pour réaliser les constructions. Et là, la commune redevient autorité compétente, sauf pour les demandes venant issues du public. Oui, donc si c'est le roman pays, on n'est pas compétent, pour le dire plus précisément. Mais dans le cadre des privés qui voudraient développer du résidentiel sur la zone qui borde des Chenois, là on deviendrait compétent. Une dernière question. Je vous en prie. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble à Marie qu'on pourra avoir des blocs de 5 maisons. Et ça m'inquiète un peu parce que ça me fait penser à ce qui existe déjà. Alors, c'est la balise que l'on a voulu donner pour la notion de semi-mitoyen. Et je pense en effet qu'il faut se détacher de l'image de ce qu'on a aujourd'hui. Déjà, cette image-là va changer à travers une rénovation, y compris des façades. Mais évidemment, l'idée n'est pas de refaire, on va dire, l'urbanisation qui s'est faite dans les années, je pense, 70, c'est-à-dire avec une répétition systématique du même traitement architectural et des mêmes, sans individualisation de l'architecture des différents logements. Donc on ne fait plus de l'architecture comme ça. Et je suis convaincu d'ailleurs que nous ne sommes pas auteurs, nous ne sommes pas bureau d'études d'architecture pour la création de ces logements, mais je suis convaincu que l'architecte qui sera en charge de ça va réussir à recréer, malgré des gabarits qui sont très uniformes, quelque chose d'un peu plus convivial, avec une identification plus claire du logement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que c'est des logements, et j'entendais peut-être que certains logements étaient même plus occupés aujourd'hui. Je n'en sais rien, mais qui sont en rénovation. Rénovation sur plusieurs logements. Plan qui se termine en 2025, notamment ce qui concerne l'isolation. Donc nous avons été saisis par ailleurs d'une demande du roman pays, M. Marchetti est administrateur au roman pays. Comme ça se fait par ailleurs dans d'autres endroits de la commune pour faire évoluer le bâti en termes d'isolation, mais aussi en termes de, esthétique, oui, de revêtement extérieur. Et donc sur ce débat-là, nous sommes aujourd'hui en bonne intelligence par rapport à ce qu'ils projettent, pour qu'il y ait une harmonisation et une adéquation. Qu'il faille des blocs de 5, certes, ce n'est pas indispensable, mais pour passer de blocs de 5 à des blocs de 1 ou de 2, il faut une transition. Et donc, nécessairement, il va y avoir peut-être l'un ou l'autre bloc de 5 logements. Mais pas nécessairement sur 2 niveaux, c'est encore à... On n'est pas à ce point de finesse de l'étude, on est sur un blanc masse. Ok. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous répondre. Merci. Merci. Alors, il nous faut délibérer sur le point, moyennant tout ce qui a été évoqué et les spécificités qui ont été évoquées par monsieur, paysage, mobilité, ruissellement et la liaison écologique. On peut passer au vote? Ok, on passe au vote. Oui. 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 Absent. Oui. Oui. Madame Bayenne. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Autet. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Thiel. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jeanne. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nadi.
Monsieur Vegas. Oui. Alors, je vous rappelle le point relatif à la fabrique d'église Saint-Fiacre. Il s'agit d'un point pour information. S'il n'y a pas de remarques ou de questions, je propose que nous passions au point suivant, qui lui concerne la fabrique d'église Saint-Martin. Et avec votre accord, nous pourrions même évoquer la fabrique d'église Saint-Géry, puisqu'il s'agit de deux comptes, sauf si il y a des membres du conseil qui ne peuvent pas s'exprimer sur le compte. Non, monsieur Marie-Lada, une question. Oui, une seule question. En fait, je voudrais qu'on corrige l'intitulé parce qu'il y a confusion entre l'église Saint-Martin et l'église Saint-Pierre et Martin dans le texte. Alors moi, ça a été corrigé depuis lors. De Liège. Dans l'intitulé. Voilà. Madame Di Paola, vous êtes membre du conseil de fabrique de Rebec? Oui. Alors vous ne pouvez pas, on va dissocier les deux points. Vous ne pouvez pas voter sur le point. Le point est très joli, C'est sur le bout. Monsieur Silvio va vérifier pour ne pas faire de bêtises. C'est dans l'intitulé. Dans la description, pardon. Donc, moyennant cette correction, merci de l'avoir identifié. Peut-on voter sur le compte, sachant qu'il faut vérifier si Mme Paola peut effectivement s'exprimer sur le compte dont elle est fabricienne, enfin membre du conseil de fabrique. Quelques instants de patience. Bien, nous allons dissocier les deux votes. Tout d'abord, la fabrique d'église Saint-Martin de Plénast. On passe au vote. Oui. Oui. Monsieur Valls. Monsieur Valls. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Daniel. Oui. Madame Paola. Abstention. Monsieur Etel. Oui. Monsieur Bonheur. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maille. Abstention. Mazie. Oui. Monsieur Douglas. Oui. Même exercice sans le vote de Mme Di Paola sur la fabrique d'église de Rebec. Madame Bentelut. Oui. Madame Scuter. Oui. Monsieur Moret. Oui. Monsieur Opan. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Daniel. Oui. Madame Poulin. Abstention. Monsieur Etel. Oui. Monsieur Bondeur. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Monsieur Jardin. Oui. Madame Mazie. Abstention. Madame Mazie. Oui. Monsieur Douglas. Oui. Je peux poser une question. Je vous en prie. Est-ce que j'étais censée déclarer ça aujourd'hui? J'avais été inscrite Normalement, sur la document. Ça l'est automatiquement. C'est tout à coup, je réalise que ça fait pas longtemps. Le terme exact, c'est une académie à tout membre du conseil du collège d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et donc il serait membre. Il y avait un petit peu sur le nom qui serait en charge de la comptabilité ou trésorerie, c'est un membre. L'ordre du jour appelle le point 6,
Je vous propose, sauf avis contraire de votre part, d'évoquer les points 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, sachant que pour le point relatif au roman Pallis, et c'est explicite, l'idée c'est de permettre à M. Emorex de porter l'ensemble des mandats pour rencontrer les prescrits réglementaires légaux de quota. Monsieur Marie-Jadin, vous aviez... Pour les deux points. Pour les deux points, oui, pour les deux points concernant le roman Pallis, oui. C'est pas vous, monsieur Jadin. Ah, c'est Madame Lali, pardon. Oui, oui, allez-y. Oui, c'est juste sur le point 6. Oui. Une petite question. Concernant le rapport de rémunération, c'est vraiment avoir une explication concernant les montants de frais de déplacement qui, pour certains administrateurs, s'élèvent à plus de 1 000 € par an, voire 1 500. Comment sont justifiés ces montants? Les administrateurs sont payés du domicile au siège de la Réunion à chaque CA où ils participent, sauf les administrateurs habitant à Nivelles qui ne sont pas rémunérés. Mais non, il y a d'autres administrateurs qui vont peut-être d'autres frais, suivant les missions qu'ils ont pour la société, notamment le président et le vice-président. À chaque participation au CA, il y a des frais de déplacement qui sont remboursés aux administrateurs, suivant un quota bien défini, suivant un montant bien défini pour toutes les sociétés wallonnes publiques de logement. Donc c'est décrétable. Les kilomètres sont payés au tarif à vérifier, hein, mais qui sont les tarifs en vigueur pour les professionnels. D'ailleurs, hein, on est à 0 combien maintenant, 0,40, 0,36, 37. Et il y a aussi un distinguo à faire en trois parties par rapport au compte présence. Il y a un compte présence qui est à la présence, il y a une partie qui est liée au déplacement en fonction de la présence. Et puis à chaque présence au CA, il y a frais de déplacement remboursés. En fonction des kilomètres. En fonction des kilomètres parcourus suivant la commune d'où on vient. Sauf les Nivellois, je répète qu'ils ne sont pas des communes. Mais non, le président et le vice-président, peut-être des frais de mission et des frais de déplacement autres. Qui sont justifiés. Ah oui, ça, bien sûr. Quand ils sont en mission pour le roman Pallis, ils vont à la région Marlin-Soyal à Namur, par exemple. Cette question étant évacuée, si je peux dire, peut-on passer au vote? Donc, je vous rappelle qu'il y avait du 6 au... Parce qu'il faudrait désigner donc Je l'ai dit. Pour les deux AG. Pour que j'ai cité le nom de M. Morel. Oui, le 9, on va voter, mais en même temps, c'est une information. Mais j'inclus donc du 6 au 12, exception faite du 9, qui est un point pour information. S'il n'y a pas d'avis contraire ou d'autres questions, bien évidemment. Je n'en vois pas. On passe au vote. Madame Bensouli? Oui. Madame Bensouli? Oui. Monsieur Henry? Oui. Monsieur Othman? Oui. Madame Foucault? Oui. Monsieur Léguer? Oui. Madame Daniel? Oui. Madame Poulard? Oui. Monsieur Audex? Oui. Monsieur Bondeux? Oui. Madame Pim? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Bonvoy? Oui. Monsieur Danin? Oui. Madame Dupaola? Oui. Madame Mali? Oui. Madame Bali? Oui. Monsieur Le Gaz? Oui. Donc, je vous rappelle le point 13, sur lequel il n'est pas rare de revenir. Et pour cause, nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet, mais si toutefois il y avait une question, c'est le moment, c'est l'instant. Passe au vote. Madame Bensouli? Oui. Madame Bensouli? Oui. Monsieur Henry? Oui. Monsieur Othman? Oui. Madame Foucault? Oui. Monsieur Léguer? Oui. Madame Daniel? Oui. Madame Poulard? Oui. Monsieur Audex? Oui. Monsieur Bondard? Oui. Madame Pim? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Bonvoy? Oui. Monsieur Danin? Oui. Madame Dupaola? Oui. Madame Mali? Oui. Madame Mali? Oui. Monsieur Le Gaz? Oui. Donc, je vous rappelle le point 14 relatif à la convention de collaboration de mise en place d'un service de bus local Proxibus. Il s'agit en réalité d'un avenant. Y a-t-il une question, Madame Maï, je vous en prie? Oui. Donc, c'est trois petites questions. Donc, concernant les obligations d'entretien qui sont maintenant imposées dans l'avenant, est-ce dû à un problème ou un incident qui a eu lieu? Donc, juste une nouveauté par prudence. Deuxième question, ne faudrait-il pas mettre à jour le contrat en lui-même? Celui-ci datant du 2008, plusieurs choses ont changé, par exemple le tarif, sauf que je ne sais pas. Et troisième question, est-ce possible d'étendre les horaires de Proxibus, par exemple de 7h à 17-18h? L'horaire commençant à 9h ne permet pas toujours aux étudiants et aux travailleurs de pouvoir profiter du service. Trois réponses aussi courtes que les questions, si je puis me permettre.
C'est pas nous qui pilotons l'avenant et c'est pas à notre initiative, c'est le co-contractant qui gère, pilote, enfin pilote pas au sens qu'on dirait plus, mais nous envoie des propositions d'avenant. Ce n'est pas lié à un incident quelconque. Nous sommes une des rares, si plus la seule, non pas on est encore une autre, du Brabant Wallon à avoir conservé ce service qui a été initié de mémoire en 2008 ou en 2009. À l'époque, le ministre compétent avait lancé l'idée effectivement de ces bus intramuros hors circuit classique des lignes ordinaires qui desservent justement les étudiants, etc. et les actifs. Donc on est clairement dans un schéma politique à l'époque assumé d'un service intramuros qui ne fonctionne pas et qui ne peut pas d'ailleurs fonctionner pour les nafteurs ou les scolaires. Si la voilure a été réduite à un moment donné au niveau des horaires, d'initiative communale cette fois, faut-il le dire, c'est lorsqu'il s'est posé la question de savoir si on maintenait le service ou pas, alors que beaucoup d'autres communes arrêtaient, pour des questions strictement économiques et financières, puisque inutile de vous dire que ce service n'est pas un service rentable. Nous avons préféré ne pas supprimer le service et maintenir un service, mais où effectivement on ne roule plus toute la journée pour le dire autrement. Mais bien de 9 à, je ne sais plus quelle heure d'ailleurs. 15. Oui, avant on était effectivement, ça commençait un chouïa plus tôt et ça se terminait un chouïa plus tard, on a réduit un peu la voilure. Mais de toute façon, originellement, principalement, on ne pouvait pas mettre en concurrence l'intramuros et les services classiques, parce que les services classiques sont des services qui rentrent financièrement dans la caisse du pays. Le cas échéant, ceci aussi, mais ceux-ci sont symboliques plus qu'autre chose. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Ça répond, parce que ça me convainc. Ça, c'est un autre débat, oui. Que ça vous convienne, ça, c'est un autre débat, mais ce sont les deux. Bien, on passe au vote. Oui. Madame Schuster. Oui. Monsieur Mauvais. Monsieur Opan. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Béguet. Oui. Madame Bayon. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Auquet. Oui. Monsieur Bonneau. Oui. Madame Tix. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Janin. Abstention. Madame Dibaoula. Abstention. Madame Maï. Abstention. Madame Nazi. Abstention. Monsieur Médias. Oui, nous avons toujours appelé le point 15 relatif à l'ASBL La Chaloupe, lutte contre le décrochage scolaire. C'est un projet CQFD, approbation des conditions de mise en œuvre du projet et candidature. Y a-t-il une demande d'intervention, d'explication? Oui, j'en vois deux déjà. Madame Nazi? Oui. Donc si je comprends bien le document, il y a 3 430 € à charge de la commune. Est-ce qu'il y aurait moyen de savoir l'âge des participants? Secondaire. C'est inscrit dans, enfin, en parenthèse, mais... Ouais. Et donc le montant reprend les 18 séances et le paiement des tuteurs. Et est-ce que ces tuteurs vont être engagés à titre de bénévole avec, comment ça se passe s'ils ne sont pas présents tous les trois C'est la chaloupe qui est en charge, c'est la chaloupe pour CSV qui est en charge de trouver les tuteurs et de s'assurer qu'ils soient présents pour l'encadrement. Donc c'est ce qui est prévu dans le plan de convention. il va y avoir une évaluation pour voir si sont présents? Oui, ça se fait. C'est indiqué au premier bullet du document. Donc le fait de trouver les tuteurs et tutrices et leur remplacement, le cas échéant, sous un délai en cas d'absence, c'est à la charge de la SBL, ainsi que le type de contrat et la nature des contrats. Donc nous ne sommes pas l'opérateur, une délégation. En fait, on met à disposition les locaux, on a une personne de contact, on se charge de faire connaître le service. Et on confinance. Et on... Madame Mailly. Oui. Nous n'avons pas très bien compris à quoi étaient destinés les 6 € qui sont payés par les jeunes. Si la commune contribue à hauteur de 3 430 € pour couvrir l'organisation des séances, les paiements des tuteurs, les assurances et les frais de fonctionnement. Pouvez-vous nous donner une explication complémentaire? Et est-ce qu'une aide est envisagée pour ceux dont les 6 € peuvent être emprunts? J'imagine, et je m'engage, et M. Radetti me corrigera le cas échéant, que le CPS peut toujours être un soutien financier, le cas échéant, par rapport à l'inaccessibilité financière. On le fait. Ouais.
C'est dans les fonds socioculturels. C'est le financement, donc la participation, c'est un financement complémentaire puisque c'est 18 séances avec 3 tuteurs. Donc, quand vous regardez les prix des défraiements, des conventions, mais Par ailleurs, on peut convenir, ça reste en termes de responsabilisation, 6 € pour une heure. Pour des cours particuliers quand même, enfin cours particuliers, cours encadrés pour 10 en petits groupes, mathématiques, français, sciences, méthodologie de travail, anglais, néerlandais. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, monsieur Léon-Marie Jardin, pardon, je ne vous avais pas vu. C'est pas vraiment une question, mais c'est un peu une suggestion, une idée comme ça, peut-être lancée en l'air, mais parfois on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de l'église de Vierge? Vous allez, ben non, vous avez le PCS, vous allez mettre le même endroit. Mais peut-être qu'à l'avenir, si le projet est intéressant et se développe pour ça, trouver un endroit un peu plus spacieux, et peut-être pour d'autres activités du même type. Je n'ai pas entamé le débat avec vous. Ce n'est pas l'objet du débat, mais l'aménagement de l'église de Vierge pour accueillir ce type de structure, c'est pas de la préservation, hein, c'est du parachèvement. Et on multiplie le chiffre par 6 ou par 7. Mais voilà, je ne vais pas lancer le débat, enfin vous l'avez lancé, mais je ne vais pas rebondir. Je pense que nous allons avoir un beau bâtiment ici à côté où on va avoir quelque chose. La bibliothèque. Tout à fait. C'est pas mal. C'est prévu. Franchement, il va y avoir un bel espace pour les étudiants aussi. Et pour, À titre de comparaison, mais je m'en assurerai qu'on va dire de bêtises au niveau des chiffres, la rénovation de la chapelle pour accueillir ce qu'elle va accueillir demain, en ce compris le cas échéant, ce type d'accompagnement, c'est plus de 4 millions. Bien. Et peut-être pour compléter votre information par rapport à l'église de Vierge, vous avez voté en conseil communal de solliciter la FRE via la ATEPA pour une étude de faisabilité, etc. Et prochainement, ATEPA viendra présenter ses premières conclusions par rapport à l'étude. C'est tout. On passe au vote. Oui. 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 Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Madame Pim. Oui. Monsieur Gada. Oui. Madame Bondois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. Je vous rappelle le point 16, convention de partenariat entre la Régie communale autonome Notisport et la commune de Rebec pour l'occupation du centre sportif et la piscine d'Anguien. Approbation. Madame Di Paola. Nous posons la question, enfin, si je ne me trompe pas, le bus communal, il transporte, il fait le transport des écoles vers la piscine gratuitement. Est-ce que ça ne changera pas, ça continue pas? Ça ne change pas. En fait, ici, donc, dans le cadre de la rénovation de la piscine et du hall omnisport, donc les subsides d'infrasport sont plus élevés quand il y a des conventions de partenariat et qu'il y a pluricommunalité. Donc ici, l'objectif de la convention, c'est de faire bénéficier aux Rebecquois et de nos écoles rebecquoises, des enfants des écoles, le tarif ambiennois. Donc au lieu de payer 2,94 €, le tarif de piscine pour les enfants de nos écoles serait de 2,28 €. Et pour ce qui est du hall omnisport, donc les clubs sportifs de Rebec qui souhaiteraient fréquenter le hall omnisport d'Anguien pourraient bénéficier du tarif ambiennois. On passe au vote. Madame Victorine. Oui. Madame Scudeur. Oui. Monsieur Mauvais. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Pinto. Oui. Monsieur Zeguer. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Poulard. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Madame Pim. Oui. Monsieur Gada. Oui. Madame Bondois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Maï. Oui. Monsieur Legas. Oui. Donc, je vous rappelle le point relatif à l'intercommunal pure de financement IPFBOE, marché de fourniture d'énergie, adhésion. Y a-t-il une question, une rectif? Non, on passe au vote. Madame Victorine. Oui. Madame Scudeur. Oui. Monsieur Mauvais. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Pinto. Oui. Monsieur Zeguer. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pim. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Bondois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui.
Je vous rappelle le point 18, marché de travaux, voirie et égouttage, aménagement de la place de Wisbeck, approbation des conditions et du mode de passation. Y a-t-il une demande d'intervention, monsieur Jadin? Petite remarque sur le plan, bon, il y a quelque chose qui ne me semble pas très correct, c'est qu'entre la chambre de visite 3 et la chambre de visite 2, on passe un tuyau de 40 à un tuyau de 31,5 de diamètre, ce qui, dans le sens de la pente, ne se fait jamais. C'est bien de communiquer ça à monsieur, qu'on fasse vérifier, hein, parce que c'est important. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une armoire maraîchère? Alors, est-ce que c'est par rapport à un futur marché sur la place de Wisbeck? Vous ne croyez pas si bien dire, je ne sais-on jamais. Il y a toutes sortes d'animations et de fêtes associatives sur une place, et c'est effectivement une armoire électrique destinée à alimenter les maraîchers et d'autres en électricité. Ok. Donc habituellement, les loups pour les activités. On a des vocabulaires très québécois. Enfin, québécois en l'occurrence. Alors, on parle de séparation des eaux grises et des eaux blanches. Les eaux fécales et les eaux claires, quoi. Les eaux ruissellement. Il y a un réseau spécifique pour les eaux claires? Alors, les eaux grises sont amenées à la station d'épuration. Oui, bien sûr. Les eaux de ruissellement en clair qui ne sont pas chargées vont au Saint-Pierre. Elles sont temporisées. Mais il y a donc deux réseaux différents. Oui, Il n'y a pas de réseau d'égout. Il y a un réseau d'égout pour les eaux chargées, et puis il y a un réseau qui reprend le ruissellement, mais notamment le ruissellement sur la place. Les avaloirs. Oui. Ah, aujourd'hui, tout va au Saint-Pierre. C'est une obligation, Je n'ai pas repéré ça sur le plan. c'est une obligation légale de séparer les eaux propres et les eaux sales. Et les stations d'épuration ne veulent pas trop d'eau propre parce que Travaille moins bien. ça travaille moins bien. Il faut qu'elle soit suffisamment sale en station d'épuration. Du coup, j'ai imaginé des tas de trucs, des tuyaux, enfin, avec un truc. Donc d'un côté, vous avez le réseau d'eau propre qui récupère tout ce qui est notamment véhiculement. Je pense qu'il chicane. Il imagine le tuyau coupé en deux. Là, on est tout doucement sur la plaisanterie. Alors, oui, bien sûr. Et alors, il y a beaucoup de questions concernant l'entièreté du village quand il est tracé dans le cadre. Est-ce que toutes les évacuations vont se retrouver à la station pompage? Nous avons volontairement, à la demande insistante des riverains, légitime, mais ça n'engage que moi que de le dire, nous avons volontairement challengé le modèle qui nous était proposé par l'intercommunal qui agissait au nom de la région et aussi au nom de la commune avec les financements régionaux. Nous avons volontairement insisté auprès d'eux pour trouver une solution, ce qui n'a pas été évident en termes de soutenabilité financière, parce que techniquement toujours possible. Encore que, faut-il être propriétaire du foncier ou trouver des aménagements avec le foncier qui n'est pas forcément en domaine public. Donc on a trouvé une solution qui effectivement dessert la salle aussi, la salle communale dont nous devons faire l'acquisition, enfin dont on va faire l'acquisition puisque on est subventionné pour se faire par ailleurs par le PCDR à la région, et enfin le propriétaire a accepté après des années de tractation et de discussion, enfin ils étaient en individu. Donc on a trouvé une solution pour écouter par l'arrière les maisons qui se situent sur la droite quand on est adossé à l'église, puisqu'elles étaient toutes égoutées par l'arrière, et il eût été particulièrement compliqué et coûteux pour elles, pour eux, pour les propriétaires, de ramener les eaux à l'avant. Gravitairement, déjà, c'est pas naturel, et elles devaient, entre guillemets, défaire une partie des sols, des sous-sols, etc., et inverser. Enfin, c'était quand même très, très, très compliqué. Donc, ça n'a pas été simple, et ça a un coût. Ça a un coût pour la collectivité, dont on ne sait pas encore aujourd'hui, assurément, définitivement, s'il sera en tout ou en partie pris en charge par la SPGE, donc la Société de gestion des eaux et d'assainissement, une société parapublique pilotée par la région, auprès de laquelle nous payons des crédits, parce que c'est eux qui préfinancent, mais au final, c'est la commune qui prend en charge la majeure partie de l'investissement lié à l'héritage. Donc nous avons trouvé un accord avec la SPGE et l'INBW par rapport à cette solution,
qui sera partiellement financé. On attend, je n'ai pas l'information définitive, de savoir s'il le finance complètement. C'est une belle sortie élégante par le haut d'un problème qui était quand même pointu et épineux. Faut-il le dire? Monsieur Marcouche, cette solution, j'avais repéré, donc c'était, je ne sais pas tout à fait à ça que je parlais. Je voulais parler de l'arrière-pays, je dirais, il y a la place, pour lequel il y a de nouveaux égouts, etc. Mais ce qui vient de maisons qui sont plus loin dans la rue. la rue Bruyère, donc celle où j'habitais, Oui. était déjà égoutée. Oui, bien sûr. Alors, le rejet ne se faisait pas idéalement où il devait se faire, ça c'est un autre débat. Mais la canalisation existe déjà. Et donc cette canalisation sera reprise et renvoyée vers la station d'épuration. Et disons que c'est compatible. Vers la station de relevage qui elle-même renvoie vers la station d'épuration Biergeois. Les diamètres sont compatibles. Le bureau d'études a fait les études. Ok. Et peut-être pour compléter l'information, donc par rapport à la solution technique de raccordement à l'arrière, donc il y a eu une visite de terrain qui a retrouvé tous les raccordements, donc il est possible de raccorder tout le monde par l'arrière, et on a un accord avec le propriétaire du château, puisque le raccordement doit se faire sur les terrains qui appartiennent au château. Donc c'est en cours de finalisation, donc on a déjà un écrit de leur part, maintenant ça va être formalisé dans un acte officiel. Ceci dit, il va de leur intérêt, parce que sans ça, dans le fossé qui entoure le château, on trouvait des matières étrangères. Il n'avait rien à y faire. On va le dire comme ça. On passe au vote. Oui. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Blanc. Oui. Monsieur Couteau. Oui. Monsieur Délier. Oui. Madame Maillet. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Leblanc. Oui. Oui. Monsieur Bézard. Oui. Madame Desbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maillet. Oui. Madame Mazzi. Oui. Monsieur Légas. Oui. Monsieur Légas. Oui. Normalement, ça ne se fait pas, mais j'ai oublié de poser une question. Là, nous avons fait la visite avec le PCDR. Il avait été question d'arbres, peut-être pas à haut pic, mais en tout cas d'arbres pouvant procurer de l'ombre. Et apparemment, on dirait qu'il y a un changement à ce niveau-là, au point de vue de la hauteur des arbres, que ça, on parle plutôt de basse tige. Le débat a été posé notamment dans la visite et lors de l'échange avec les riverains, à une ou deux reprises d'ailleurs, quant aux essences et quant aux bastiges de moyenne tige et haute tige. Donc la conclusion finale, mais comme un accord et en échange avec les riverains, en discutant, c'est de conserver autour de l'église, au plus près des hautes tiges, je crois qu'il y en a 3 si je ne m'abuse, et les autres, on est sur des moyennes tiges. C'est des 8 mètres. Donc c'est quand même pas, c'est pas des arbustes. Mais il y a eu des remarques parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques, il y a des maisons qui sont suffisamment basses sur la place, vous avez des maisons qui sont pas. Donc ça, tout ça a été intégré dans la réflexion. Les riverains avaient envie d'avoir de l'ombre. Sur les panneaux photovoltaïques. Pour le moment. Mais on est quand même sur du 8 mètres, ce qui est quand même une belle hauteur. Il va faire des choses. Ce qui est quand même une belle hauteur à 8 mètres. Je vais cet été essayer de faire. Bien. L'ordre du jour appelle le point suivant, c'est-à-dire le point relatif au plan de relance wallon, marché de travaux concernant la restauration et la réaffectation de l'ancienne chapelle des Augustines en bibliothèque publique. Il s'agit ici d'un raccordement électrique, d'un nouveau raccordement électrique, et il y a un devis d'ailleurs numéroté 450 949 83 qui nous a été communiqué. Le problème se situait par rapport à la propriété, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la propriété est bien publique, mais elle n'est pas versée dans le domaine public. Donc c'est une propriété communale, mais qui n'est pas affectée au public. D'où la nécessité de passer au conseil, monsieur le directeur, si je ne m'abuse. Il reste uniquement de toute façon de Ouais. valider Le devis. Ouais. Monsieur le Marie-Jardin. Le plan de situation présenté par ORES n'est pas prévisible. Toutefois, nous avons le sentiment que la tranchée traverse le rond-point à l'intérieur de la cour en son centre. Si c'est le cas, qu'advient-il de la statue? Nous avons aujourd'hui encore un débat sur l'opportunité d'aménager de manière concomitante, ou en tout cas dans un futur assez proche, la zone qui n'est pas incluse dans le chantier. Il serait dommage de ne pas profiter du chantier et d'appel à projet d'ailleurs intéressant à ce sujet de la région wallonne pour ne pas
aménager cette zone qui est juste là à côté. Dans tous les cas, cette zone ne restera pas en pristine état. Mais il revient à ORES de la remettre en pristine état si on n'entame pas le chantier exactement dans la foulée de leur installation de câbles. Et il y a fort à parier que ce ne sera jamais à ce point simultané ou voilà, coordonné, parce que ce n'est pas possible. On dépend notamment d'appels à projets qu'on sollicite, où on n'a pas encore aujourd'hui de garantie et de financement. Je pense à un appel à projet, comment s'appelle-t-il en français? Végétalisation, oui. Végétalisation des quartiers. Des quartiers. Donc c'est un appel à projet auquel on a répondu positivement, pour lequel on a un droit de tirage, 208 000 €. mais on n'a pas encore le retour par rapport à ce qu'on a montré. Donc, au niveau de la coordination, ça va être compliqué. On n'a pas encore ça, on est occupé de le dossier. Le dossier doit être compris pour le 30 juin auprès des services de la région. Et l'idée, c'est d'avoir un espace public qui soit plus végétalisé, vu qu'on est en zone inondable, donc d'avoir une zone qui sera moins minérale avec une végétalisation de la zone. Si la coordination permet de ne pas le remettre en pristine état, de ne pas mettre à charge de reste, tant mieux. Mais rien n'est moins sûr. Mais non, rien n'est moins sûr non plus quant à l'avenir du Christ, si j'ose dire. Oui, c'est ce qu'on a dit, on ne sait pas. Bon, c'était une boutade, mais Il c'est pas pourrait grave. être déplacé. Oui, mais je ne sais pas s'il est transporté. Voilà. Il a déjà perdu un bras dans La qu'un bras, oui. Il manque déjà un bras. C'est plutôt là. Pardon? Ah oui, un morceau comme un bras, un morceau. Oui, c'est l'avant-bras. Avant-bras. C'est là-bas. Mais il avait déjà perdu l'autre qu'on a retrouvé. Mais celui-là, on l'a. Et vous coupez? Je me suis dit, Sans doute que quand on ne travaillera. Bien, moyennant ces remarques ou ces interventions, pas d'autres? Non, on passe au vote. Madame Tollet? Oui. Madame Blanche-Couteau? Oui. Monsieur Levet? Oui. Monsieur Ocon? Oui. Madame Foulco? Oui. Monsieur Zélier? Oui. Madame Tollet? Oui. Madame Poulard? Oui. Monsieur Etel? Oui. Monsieur Tondeur? Oui. Madame Philippe? Oui. Monsieur Gadel? Oui. Madame Bourbois? Oui. Monsieur Jadot? Oui. Madame Paola? oui. Madame Maï? Oui. Madame Nazi? Oui. Monsieur Légal? Oui. Donc, je rappelle le point 20, marché stock, approbation des conditions du mode de passation de marché. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Nous sommes au point 20. Donc, vos collègues disent non. C'est le suivant. D'accord. Il n'y a pas de souci. On passe au vote. Madame Lapier? Oui. Madame Blanche-Couteau? Oui. Monsieur Morel? Oui. Monsieur Ocon? Oui. Madame Foulco? Oui. Monsieur Zélier? Oui. Madame Taillé? Oui. Madame Poulard? Oui. Monsieur Etel? Oui. Monsieur Tondeur? Oui. Madame Philippe? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Bourbois? Oui. Monsieur Jadot? Oui. Madame Paola? Oui. Madame Maï? Oui. Madame Nazi? Oui. Monsieur Légal? Oui, je rappelle le point 21 relatif au PIC, au plan d'investissement communal 2022-2024, qu'un 4, pardon, réflexion de la route industrielle, approbation de la nouvelle version des documents de marché suite aux remarques du SPOE. Y a-t-il une question? Monsieur Magdana, on en peut noter, je vous en prie. C'est d'abord une petite côté humoristique. Quelle est cette route de Lillois figurant sur le plan à hauteur du parc à conteneurs? Est-ce que c'est une nouvelle dénomination? Monsieur le directeur général vérifie dans ses documents. Mais de toute façon, Il vous vient la coquille. C'est peut-être du SPOE. c'est possible. Oui. Parce que chez nous, ils connaissent quand même le nom des trucs. Ce n'est pas très grave, C'est c'est une pas ma petite coquille de SPOE. Merci pour la pointe d'humour. Nous ferons la correction et la marque au SPOE. Alors, pour la position des feux rouges et leur fonctionnement, commandes, etc., elles ne sont pas indiquées sur le plan. Nous supposons que les remarques du SPE qui donnent lieu à des corrections du projet proviennent d'un courrier. Ce courrier ne figurant pas au dossier, il est extrêmement difficile de se rendre compte des corrections effectuées. Le chemin du Crolly et la rue Crolly, voire l'accès non protégé à la route industrielle, ne font l'objet d'aucune attention, même pas celle du marquage produit par Madame la Bourgmestre. Le chemin du Crolly est pourtant l'accès le plus naturel vers la A429 pour la population concernée, et nous n'avons de cesse de le répéter depuis des années. Ce n'est pas le seul endroit litigieux et la situation actuelle des Quenastois par rapport
à cette connexion n'est facile nulle part. Rue de Rebec, la visibilité est mauvaise à cause du virage et de la vitesse excessive des véhicules venant tant de Bierge que de Rebec. Et parfois, lorsqu'on se trouve avec un bar, un bus en stationnement, une camionnette derrière, les personnes qui voudraient s'engager croient pouvoir s'engager, mais à ce moment-là, une voiture venant de Rebec peut doubler la voiture à l'arrêt puisqu'elle continue et on pourra avoir des accidents face à face. Donc je parle de la vitesse. Maintenant que cette route est prioritaire depuis que la décision du bourgmestre de l'époque de faire de la route industrielle une voirie communale, pourtant une route de transit. Route de Wisbeck, la traversée du bois de Tienbeck est compliquée du fait des débordements des véhicules mal stationnés en raison de la priorité de droite, sans visibilité de la ville des étangs venant du Petit Bruxelles, au débouché sur la route industrielle aussi, d'ailleurs à cause du stationnement de véhicules à gauche. À titre comparatif, nous constatons que toutes les rues venant de Rebec sur la route de transit débouchent sur des ronds-points, ainsi la rue Zaman, rue Trieux-du-Bois, rue Saint-René. Je ne veux pas être désagréable, mais on est très très loin de la route industrielle quand on est là où vous vous situez aujourd'hui à la rue Zaman. Je veux bien que vous élargissiez le propos, mais ce n'est pas en lien avec le dossier. Donc je veux simplement dire que ces solutions sécurisent les carrefours. Sans imaginer une multiplication du nombre des ronds-points, nous estimons que des solutions existent qui peuvent rassurer la population inquiète. Je joins à cette sollicitation une pétition signée par une centaine d'habitants de la rue du projet. Mais je vais vous interrompre. Vous le joindrez quand vous voulez, mais pas maintenant, c'est vraiment pas l'objet du point. Si vous voulez introduire une pétition à la commune, à titre individuel ou comme conseil communal, la question n'est pas là. Vous l'introduisez par mais on n'est vraiment pas dans le point. Le point, c'est une réflexion de la route industrielle et c'est le marché que nous passons pour une réflexion d'une partie de la route industrielle. On n'est pas sur la mobilité du Grand Quenast avec la rentrée d'une pétition en conseil communal. Là on s'égare un peu. Je ne veux pas être désagréable, mais et libre à vous de rentrer une pétition pareille, enfin, et même de déposer un point en conseil communal. Vous l'avez déjà fait à une ou deux reprises depuis le début de la législature, donc j'en ai 203, je vous en prie. Mais là, on est clairement hors le point qui concerne la réflexion partielle d'un morceau de la route industrielle et du mode de passation de marché. C'est un peu rien à voir. Je voudrais qu'on tienne compte de l'inquiétude des gens. Ces gens sont inquiets. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en tiendra pas compte? Je n'ai rien dit de tel. Je veux dire que la procédure et la forme n'est pas adéquate. C'est tout ce que je veux dire. Rien nous montre sur les plans que vous allez faire quelque chose. Encore une fois, vous vous écartez du débat. On peut discuter de ce qui concerne les plans, de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne va pas faire par rapport au dossier qui est présenté à la réflexion de la route industrielle. Mais la pétition sur la mobilité du Grand Quenast, c'est vraiment pas la même chose. Donc si vous voulez introduire une pétition ou un point, les deux pouvant être liés, libre à vous, et vous avez cette qualité de conseil communal qui vous permet d'aller au-delà du simple dépôt de la pétition. Donc d'introduire un point, d'ouvrir un débat, de proposer une note de synthèse et un projet de délibération. En ce compris, le cas échéant, pour la construction d'un giratoire. Rappelez-vous, nous avons eu ce débat par rapport au Wisbeck, et on a renoncé nous-mêmes alors que nous étions à l'initiative et qu'on trouvait que c'était intéressant et utile aussi, pour des questions financières. Mais là, je m'écarte à mon tour, donc je ne vais pas entamer le débat avec vous. Ce n'est pas l'objet du point. Je suis désolé, j'insiste, je suis dans mon rôle. Le point, c'est le point. Sinon, on discute de tout le temps et on ouvre des débats sans piterner quand on y passe la nuit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sur le point, est-ce que vous avez une question plus précise, indépendamment de toutes les autres considérations qui sont, à mon avis, largement en digression? Est-ce que vous avez une question précise sur le point, par rapport aux matériaux, par rapport aux coûts, par rapport aux délais, par rapport au mode de passation de marché, et le cas échéant, parce que là j'entends qu'il y a un lien, par rapport à ce que vous considérez qui eût dû être fait, notamment au pied de votre maison, là au carrefour au Crollet. Ça, j'entends bien qu'on peut considérer qu'il y a un lien. C'était ça l'objet de votre question, uniquement? Le reste, je crois que je l'ai dit, mais je dis que les plans dont on dispose ne sont pas suffisants pour assurer vraiment une idée, parce qu'il y a des solutions différentes. D'accord. Je vais céder la parole à Naturelli pour répondre à la question précise qu'elle a. Donc ici, il ne s'agit plus de valider les plans puisque ça a été fait au précédent conseil lorsqu'on a passé le point. Et vous nous avez déjà interpellé à plusieurs reprises par rapport à ça. Nous avons demandé un avis au SPOE par rapport à ce carrefour
on vous a répondu par rapport à ce carrefour. Donc il y a une obligation de tourner à droite qui sera mise, mais la région ne préconise aucun autre aménagement, ce carrefour n'étant pas considéré comme un carrefour accidentogène. Alors oui, il y a eu 1 ou 2 accidents, effectivement, mais ce n'est pas un carrefour où il y a des accidents toutes les semaines et qui est particulièrement à risque. Donc il y a un aménagement et du marquage qui sera fait, et c'est logique, comme c'est du marquage et que c'est un panneau de tourne à droite, que ça ne figure pas sur les plans. Nous attendons de voir plus loin. Vous savez, enfin vous ne le savez pas, mais précisément je pense que vous le savez, quand la commune envisage, demande, sollicite les services de la région par rapport à une modification du règlement de circulation routière, ils ont un avis contraignant. Donc nous ne pouvons pas faire autre chose que ce qui nous autorise à faire ou ce qui nous suggère de faire. Alors, ça peut paraître, enfin ça l'est d'ailleurs, frustrant, parce que l'autonomie communale devrait nous permettre, en connaissance de cause, parce qu'on vit la commune, d'avoir des suggestions qui soient un tant soit peu suivies. Mais les gens du SPOE, et c'est organisationnel, c'est décrétable, ont un avis qui est un avis contraignant. On pourrait leur envoyer une modification du règlement de circulation routière sans suivre leur avis, que la tutelle qu'ils exercent casserait notre modification du règlement de circulation routière. Je ne me trompe pas. Non, c'est déjà arrivé, mon directeur général. Voilà, on va pas penser à la sécurité sur un sujet, et s'ils ne sont pas d'accord. Donc ici, clairement, on leur a proposé ce que nous avait suggéré qu'on leur propose, rappelez-vous. Il faut leur demander un avis par rapport à l'aménagement du carrefour, comme vous l'avez demandé. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut passer au vote sur l'objet du point, qui n'est plus les plans, ni l'avis en question, mais bien le mode de passation de marché? Merci. On passe au vote. Madame Kévin? Oui. Madame Schutter? Oui. Monsieur Novet? Oui. Monsieur Opa? Oui. Madame Foucault? Oui. Monsieur Zédé? Oui. Madame Payens? Oui. Madame Poulain? Oui. Monsieur Houtet? Oui. Monsieur Tondeur? Oui. Madame Tim? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Tombois? Oui. Monsieur Bernard? Non. Madame Duparola? Non. Madame Maï? Non. Madame Nazi? Oui. Monsieur Légas? Oui, l'ordre du jour appelle le point 22, marché de travaux, plan reprise résilience européenne, démolition et reconstruction d'un bâtiment scolaire à l'école de la rue de Sainte, relance des lots 1 et 3, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Madame Di Paola. Comment le devis estimatif se trouve-t-il une fois de plus à être inférieur aux offres? Vous nous proposez de retirer de ce contrat le PO vaut-il 280 000 €? Que pouvez-vous faire pour réduire la voilure et rejoindre l'offre? Et sur les 3 lots, une seule offre, celle pour le lot 2 convient. Le lot 1 est trop cher et personne n'a fait d'offre pour le lot 3. Comment espérez-vous convaincre la population sur la faisabilité du projet? Pouvez-vous, le cas échéant, trouver éventuellement quelque part les ressources nécessaires à la réalisation de l'ouvrage comme vous l'avez fait pour la bibliothèque éventuellement? Avant de céder la parole soit à Mme Moussouter, soit à Mme Elénie, vous n'êtes pas sans savoir que ces plans européens, et on parle de milliards, ont été déclinés par entité, par pays, puis par entité en ce qui nous concerne, et que les entreprises qui sont sollicitées dans le même segment, dans le même temps, la temporalité est la même. Donc, les entreprises, sans leur jeter la pierre et sans porter de jugement, ne profitent pas de la situation, mais ont du mal à répondre à toutes les demandes, et ont des carnets de commandes qui se remplissent, et donc peuvent se permettre d'augmenter sensiblement les prix. D'autant que nous avons une condition, une contrainte, une obligation de résultat en termes de timing. Sans ça, on perd le bénéfice des subsides qui nous sont alloués par l'Europe via la communauté française, enfin la Fédération wallonie. Donc, dans le cas qui nous occupe, on ne va pas aller accabler les auteurs de projets ou les architectes de leur éventuelle mauvaise estimation, puisqu'il n'est pas question de cela. Les estimations ou les chiffres qui nous ont rentrés ne sont pas constants et évoluent tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Je ne parle même pas de l'indexation des salaires dans notre pays ou du prix du coût d'énergie. Ça, c'est encore des facteurs
supplémentaires propres à notre pays. Et dont moi je suis fier quand je parle d'indexation des salaires. En attendant, nous sommes confrontés effectivement à des lots qui sont plus élevés que l'estimation, et nous ne voulons justement pas rater l'opportunité de ce financement européen. Raison pour laquelle on relance, raison pour laquelle, le cas échéant, on sortira le préau, qu'on fera par ailleurs, le cas échéant, sur fonds propres avec d'autres financements. Si nous sommes dans un ratio de 110%, nous dit-on, dans les administrations ad hoc, la commission qui se penchera sur notre dossier pourra, d'une certaine manière, être tolérante. Mais au-delà des 10% supplémentaires de l'estimation, ça devient plus compliqué. Et ce serait vraiment dommage pour les enfants scolarisés à Pénastre de louper cette opportunité de nouvel établissement, ou en tout cas d'établissement vachement modernisé, reconstruit. Je me retourne vers Madame la secrétaire parce que je sais que sur ce dossier, elle est très impliquée. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la responsable des travaux, etc., il est vraiment au taquet, il essaie de trouver des solutions, le bureau d'études est vraiment proche de nous. Quand on déposait les permis, les demandes d'autorisation, c'est pendant la nuit qu'ils répondaient. Donc on essaye vraiment, parce que les délais sont là. On voit que si aujourd'hui on ne passe pas le point, c'est clair qu'on sera hors délai pour tout ce qui sera décision. Et donc à ce moment-là, on prend le risque, oui, on prend le risque. On n'aura pas le budget, on n'aura pas les fonds, donc c'est à l'eau. Mais je pense qu'on ne peut pas se résoudre à ça tant qu'on peut encore espérer, on doit espérer, il faut être jusqu'au bout. Il me semble que, voilà, je crois que c'est baisser les bras, ce serait dommage. Maintenant, le lot 1, c'est vrai qu'on fait plus de la construction, etc. 280 000, je crois, exactement. En plus, ça c'est le bâti, il y a une proposition des soumissionnaires qui disent, c'est clair que l'index, c'est comme on dit, les salaires, ou alors il y a eu Covid, il ne faut pas oublier qu'on sort de là aussi, une façon qui date déjà du tout début, n'est plus du tout la même non plus. Le coût, même pour notre intervention, va être vraiment plus conséquent. Et ça, ce sont les choses de la vie. Maintenant, chaque année, il y a des index. Et donc, c'est pas contrecarrer ça. Donc, les 280 000 en plus. Si maintenant, dans le lot 3, là, avec l'ascenseur, etc., on peut encore enlever du côté du préau, le préau est nécessaire, mais on ne va pas dire que c'est un luxe, mais c'est quelque chose qui était, on va dire, ajouté au bâti pour que les petits, surtout, soient en confort. Mais si on n'enlève rien que le petit préau, etc., ça nous fait une somme conséquente en moins qui permettra de ne pas être à nos 110%, qui serait excessif et qui nous donne une autorisation de ne pas passer par des experts, parce que la commission d'experts, c'est 2 mois. Mais ça nous retarde de 2 mois et notre délai, on est en délai. Vous voulez ajouter un mot? Peut-être par rapport aux estimations du marché, comme M. Lévias l'a dit, c'est une constante. On est dans des projets, des dossiers où les délais sont très stricts, donc les entreprises se prémunissent par leur coût pour les amendes qu'ils pourraient avoir pour dépassement de délai ou ce genre de choses. Et si vous avez pris la peine de regarder les différentes offres qu'on a reçues, entre l'offre la moins disante et l'offre la plus disante, il y a 300 000 euros de différence. Donc vous vous rendez compte à quel point les estimations sont parfois difficiles à réaliser, puisque même entre les différents soumissionnaires, on a des écarts. Donc entre le soumissionnaire le plus disant et le moins disant, il y a une différence plus importante qu'entre le moins disant et l'estimation. Donc rendez-vous compte que c'est très compliqué de faire une estimation. Les bureaux d'architecture nous disent aujourd'hui que les coûts du marché de cette semaine sont parfois très différents de la semaine suivante, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne garantissent plus les prix à 120 jours comme avant. Donc nous on demande dans le marché de garantir les prix à 120 jours, alors que la plupart des entreprises aujourd'hui garantissent les prix 30 jours. C'est de plus effrayant, même pour monsieur et madame tout le monde. Pour monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui c'est 30 jours la garantie. Que tout continue à augmenter, on ne sait pas parce que ça devient une non, pas le conseil communal. On sort du conseil communal. Ok, bien. Ceci étant dit, on passe au vote. Allons-y. Madame Pasquelli? Oui. Madame Tuteur? Oui. Monsieur Noël? Oui. Monsieur Opal? Oui. Madame Foucault? Oui. Monsieur Guéguet? Oui. Madame Payet? Oui. Madame Poulan? Oui. Monsieur Hôtel? Oui. Monsieur Tondeur? Oui. Madame Pille? Oui. Monsieur Godin? Oui. Madame Bonbois? Oui. Monsieur Jardin? Oui. Madame Dipaola? Oui. Madame Maï? Oui. Madame Gazi? Oui. Monsieur Lévias? Oui. Alors, je vous rappelle le plan 23, première modification budgétaire 2024, approbation. Donc,
la commission budgétaire s'est penchée sur le dossier en préséance du Conseil et elle a adopté la modification à l'unanimité, moins une abstention. Ces questions ont été posées au directeur financier, qui par ailleurs était salué pour son départ imminent à la retraite. On lui a suggéré de mettre un drink au conseil communal, mais ce sera pour la prochaine fois peut-être, qui sait. Plus sérieusement, le budget à la modification a été proposé dans l'équilibre et les questions techniques ont été abordées. Mais si vous avez des questions, je dirais plus politiques, c'est le moment, c'est l'instant. Eh bien, passons au vote. Monsieur Bélier. Oui. Madame Bayonne. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Houpert. Oui. Monsieur Tongo. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Bédard. Oui. Madame Bourgois. Oui. Monsieur Verda. Abstention. Madame Paola. Abstention. Madame May. Abstention. Madame Nazi. Abstention. Monsieur Légas. Oui, alors je vous rappelle le point 24 relatif au règlement de travail, enseignement fondamental ordinaire, personnel, directeur, enseignant et assimilé, modification, droit à la déconnexion. Y a-t-il une question? Passe au vote. Madame Bentoubé. Oui. Madame Vito. Oui. Monsieur Lebrun. Monsieur Aubin. Oui. Madame Couteau. Oui. Monsieur Zédès. Oui. Madame Bayonne. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Houpert. Oui. Monsieur Tongo. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Bédard. Madame Bourgois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Paola. Oui. Madame May. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Légas. Oui, alors le jour 25, appelle le point 25. École communale, règlement d'ordre intérieur, révision. Y a-t-il une question? Passe au vote. Madame Bentoubé. Oui. Madame Couteau. Oui. Monsieur Nouret. Oui. Monsieur Aubin. Oui. Madame Couteau. Oui. Monsieur Bélier. Oui. Madame Bayonne. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Houpert. Oui. Monsieur Tongo. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bourgois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Paola. Oui. Madame May. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Légas. Oui, alors je vous rappelle le point 26 relatif à l'enseignement année scolaire 24-25, prise en charge de 16 périodes du salaire d'un enseignant primaire temporaire sur fonds communaux. Y a-t-il une remarque? On passe au vote. On peut enchaîner avec le 27 si vous ne voulez pas l'inconvénient. Je n'en vois pas. On passe au vote. Madame Bentoubé. Oui. Madame Couteau. Oui. Monsieur Nouret. Oui. Monsieur Aubin. Oui. Madame Couteau. Oui. Monsieur Bélier. Oui. Madame Bayonne. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Houpert. Oui. Monsieur Tongo. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bourgois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Madame Paola. Oui. Madame May. Madame Nazi. Oui. Monsieur Légas. Oui. Je vous rappelle le point 28, renouvellement de l'agrément des centres de vacances, modification du règlement d'ordre intérieur. Y a-t-il une question, Madame Duparla? Je vous en prie. Oui, il y a juste une petite remarque. L'accueil du soir, un seul point nous semble contestable proposé pour l'accueil du soir, que soit limité à 18h30. Tout retard sera sanctionné d'une amende de 10 € par 4 heures de retard, sauf si les parents ont prévu préalablement, ou je suppose aussi en accord avec l'accueillante, je suppose comme ça, ou en cas de force majeure. Nous estimons que ce montant est quand même un peu sévère et assez fort. Et pour vous, qu'est-ce que le cas de force majeure? Un cas de force majeure, c'est papa hospitalisé, maman ne sait pas ni chercher Oui, l'enfant, pas un accident. Une autoroute bloquée parce qu'il y a les trains sont en Retard retard. de 1h30, mais la cliente est là. Mais en général, les parents Et préviennent. les parents préviennent. Donc on ne demande jamais rien. Mais on va quand même en parler aussi, c'est qu'il y a parfois des parents qui, même si à la maison, ne viennent pas. Mais nous, on a une accueillante qui est là, qui attend. Tout compte fait, on accepte une fois, on leur sonne, on essaye. Ah oui, je vais arriver, ok. Une fois ça va, 2 fois, il ne faut pas exagérer. Donc, il y a ces cas-là. Donc, quand on met cet article-là, c'est uniquement, pour responsabiliser les parents. Nous n'en serions jamais arrivés là s'il n'y avait pas malheureusement eu ce type d'incident. Et c'est regrettable. De noter. Donc, ça n'arrive pas, mais on s'arrange toujours. Et je crois que c'est vrai que c'est beaucoup, mais d'un autre côté, ce n'est pas professionnel de ce qui est installé comme système, 50 cents la demi-heure. Voilà, on ne va pas. Quand on arrive jusqu'à 18h30, c'est déjà bien. Si on ne sait pas, je sais que dans les villages, souvent, c'est la voisine, on stoppe, on dit tu ne veux pas le prendre. Et ça s'arrange. C'est rarissime quand un enfant reste Et quand les parents restent 18h30. Mais ça arrive. Mais si on prévient, ça ne paye pas les 10 €. En termes d'organisation, c'est une ingénierie.
Et en termes de coût, c'est un coût aussi pour la collectivité. Alors quand c'est de la nonchalance, voire pire, et c'est ce qu'on a malheureusement identifié par un cas, à un moment donné, il faut prendre des mesures. Et il y a que c'est là qu'il compte. On a les deux cas, des parents qui sont réellement bloqués, qui préviennent de l'accueillant en reste, accompagnent l'enfant, parce que les parents n'ont pas toujours la solution d'un membre de la famille qui sait faire. Et là, l'accueillante ou l'accueillant reste et encadre l'enfant parce que les parents ont prévu. Mais on a eu des cas où on a sonné aux parents, pas de réponse, etc. On était là avec l'enfant, on ne savait pas s'il était arrivé quelque chose aux parents, etc. Et puis ils avaient simplement oublié de venir chercher l'enfant. Bien, passe au vote. Oui. 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 Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Pipaola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Maï. Oui. Monsieur Degas. Oui. J'ajouterais si besoin à laquelle qu'on fournit un service qui n'est plus fourni par beaucoup de communes à des prix défiant toute concurrence, en termes d'accueil pendant la période scolaire, et de qualité reconnue par ailleurs. L'ordre du jour appelle le point 29 du chose, session d'une emprise de 74 centiares, 72 quoi Désia. Approbation du projet d'acte, donc. Y a-t-il une remarque? Non, c'est bien comme ça. On passe au vote. Oui. Madame Bonsuiter. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Deyes. Oui. Madame Bayet. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pille. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Pipaola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Degas. Oui. Donc, je vous rappelle le point 30, boucle Jeanne Roa, rétrocession de la voirie à la commune de Rebec, approbation du projet d'acte. À ce sujet, peut-être un mot d'information avant qu'il n'y ait une éventuelle discussion délicate. La famille américaine d'une personne qui a été sauvée, entre guillemets, par Madame Roa et la famille Roa, s'est déplacée à Rebec pour une inauguration, entre guillemets, parce que ça se mettait comme ça en termes d'agenda. Nous ne pouvions pas en faire une trop grande publicité parce qu'en réalité la commune n'est pas, puisque ça passe seulement au conseil aujourd'hui, propriétaire de la voirie. Raison pour laquelle ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Dans un cas ordinaire, on n'est pas sans le savoir, on invite beaucoup plus largement. Mais là, on est dans une situation un peu délicate puisque nous n'étions pas encore propriétaires jusqu'à le vote dans 5 minutes de la voirie en question. On passe au vote. À moins de vous dire, pardon. On passe au vote. Madame Bentelé. Oui. Madame Bonsuiter. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Deyes. Oui. Madame Bayet. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pille. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Pipaola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Degas. Oui. Eh bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour en séance publique que je remercie pour son assiduité pour cette.